Voilà, voilà. Bon, il me semblait qu'il y avait quelque chose. Bonsoir tout le monde, bienvenue prise 2 à à ce nouvel événement au 19-20 de 2021 avec Chantal Anne, donc avec moi. Ce soir, on va parler de Zen Théanine. Donc, on va débuter par une présentation de qu'est-ce que la théanine dans un premier temps. La théanine qui est un acide aminé très spécifique qu'on retrouve dans le thé vert. Et je vais vous parler un petit peu des mécanismes d'action, des indications pour la théanine. Et on devrait clore ça à l'intérieur d'à peu près une demi-heure. Et ensuite, je vais éteindre l'enregistrement pour ouvrir les lignes et puis qu'on puisse avoir une session de questions-réponses, mais aussi pour échanger entre nous parce que euh, initialement, quand j'ai créé les 7 à 8, c'était vraiment, vu la situation COVID, qu'on ne peut plus être présent en magasin avec vous, vous rencontrer en personne, pour qu'on puisse avoir l'opportunité d'échanger. Donc, c'était vraiment la mission des 19-20. Donc, évidemment, ça dépend toujours du nombre de personnes qu'on a chaque soir. Des fois, ça se prête mieux, des fois, ça se prête moins bien. Donc, sans plus tarder, je vous ramène pour ceux et celles. Bon, là, il y a des gens qui ont un micro d'allumé. Je pense que c'est toi, Sophie. Donc, si c'est possible, attends, je viens d'éteindre ton micro parce que on entendait du bruit de fond. Je te redonnerai la parole tout à l'heure. Donc, on a un panneau de contrôle en haut à droite. Il y a une petite flèche qui pointe soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Si vous pointez vers l'intérieur, vous allez avoir différentes options, dont celle d'ouvrir un PowerPoint, en fait, qui est en format PDF. Je vais vous partager mon écran dans une petite minute, donc vous allez voir mon document à l'écran, mais s'il y en a qui veulent l'imprimer, il y en a qui préfèrent suivre avec le document pour prendre des notes ou le conserver, donc vous pouvez le faire en appuyant là, dans la section des documents. Ensuite, ben, c'est ça. Donc, à la fin, je vais rouvrir les micros, mais pendant la présentation, je n'arrive pas à répondre aux questions en même temps, mais il y a quand même une boîte de messages dont vous pouvez soit lever la main, soit m'écrire une petite note et à la fin, je vais aller vérifier les messages qui avaient été composés durant la présentation. Donc, on se met en mode présentation à l'instant même. Slideshow. Voilà. Donc, alors, la petite déclaration que je dois vous lire avant chaque présentation. Le contenu de la formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologués au moyen de numéros de produits naturels sont autorisés. Et on a une propriété intellectuelle sur le document qui est la propriété d'AOR et la mienne. Donc, voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de lire tous les noms, mais je pense qu'il y avait des nouvelles personnes. Alors, très brièvement, je vais vous résumer qui je suis. Donc, mon nom est Chantal Anne Dumas. Je suis conseillère médicale pour la compagnie AOR depuis 10 ans. Je suis aussi naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998. Donc, j'ai un bon bagage. J'ai aussi connu d'autres gammes de produits, des produits professionnels aussi. Donc, je suis assez bien placée pour répondre à vos questions en termes techniques, en termes d'interaction, en termes de substituer un produit d'une gamme pour un produit AOR. Je ne peux pas, par contre, évidemment, vous donner des réponses qui sont de l'ordre du personnel, c'est-à-dire je ne peux pas entreprendre vos cas par procuration ou répondre dans une situation précise. Autrement dit, je peux vous donner de l'information générale, mais il ne faut pas que ça tombe dans la consultation parce que là, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est mon rôle chez AOR depuis 10 ans et je suis accompagnée au Québec par
Sophie Desharnais, qui est la représentante des ventes, qui est là depuis encore plus longtemps que moi. Donc, des gens bien connaissants d'AOR que vous avez au Québec. Alors, à part AOR et les consultations, je suis assez impliquée du côté des médias. Je ne vous dirai pas tout ça ce soir pour pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais je vous invite à consulter ma page Facebook professionnelle, Chantal-Anne Dumas, naturopathe, s'il vous plaît. À chaque fois, je le mentionne et les gens me font des demandes d'amitié sur ma page personnelle. Il faut vraiment aller sur ma page professionnelle. Vous allez voir comme ça tous les événements passés. Je vous invite aussi à vous inscrire. J'ai 2 infolettes. Il y en a une, c'est mon nom, chantalannedumas.com, mon site web. Vous avez une infolette qui part tous les premiers du mois. Et j'en ai une autre qui part tous les 15 du mois. Donc, si vous allez vous inscrire ce soir, vous allez en avoir une parce qu'elle va partir tard ce soir avec académie-de-santé-globale.com, qui est mon école de formation en ligne, conjointement avec Maurice Nicole et Jean Lacombe. Donc, on conjugue naturopathie, aromathérapie et homéopathie. Et donc, l'infolette qui va partir ce soir, c'est celle-là. Et celle qui part le premier du mois, je mets toujours tous les événements AOR dans mon infolette personnelle, pas celle de l'Académie, mais bien la mienne. Donc, je vous invite à aller vous inscrire à l'infolette, comme ça, vous ne manquerez rien de nos événements. Mais aussi, je suis très active sur ma page professionnelle sur Facebook. Donc, c'est une bonne façon pour voir toute l'information aussi en termes de ce que je fais du côté des médias. Donc, c'est ça pour moi. Alors, vraiment, la théanine, chez AOR, c'est un des bons vendeurs. C'est un de nos top 20, je dirais. Sophie pourra vous le dire plus précisément tout à l'heure. Mais c'est un produit qu'on aime beaucoup pour différentes raisons. D'abord parce que c'est efficace. D'abord parce que le stress, l'anxiété, surtout depuis la dernière année, ça touche pas mal tout le monde. On aime aussi la théanine parce que ça a été étudié chez les personnes âgées, chez les enfants. Donc, c'est un produit qu'on peut donner à pratiquement tout le monde. Il n'y a pratiquement pas d'interaction médicamenteuse, contrairement à des trucs comme, par exemple, le 5-HTP, qui est un précurseur de la sérotonine. Là, si on prend des médicaments antidépresseurs, des anxiolytiques, il peut y avoir des interactions. Avec la théanine, on n'a pas ce problème-là. Même chose avec le GABA. Et finalement, on aime la théanine parce que, contrairement encore une fois au 5-HTP ou au GABA, qui peuvent occasionner de la somnolence, des fois, c'est très bien parce qu'on peut vouloir ça si on prend le produit le soir, mais la théanine n'occasionne pas de somnolence. Donc, on peut la prendre le matin avant d'aller travailler, avant d'aller à l'école, et non seulement on n'aura pas de somnolence, mais on va être encore plus focusé. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Je m'excuse pour ma voix, je ne sais pas ce qui se passe avec moi depuis un petit bout de temps, mais dès que je commence à projeter pour les présentations, j'ai ce genre de petit ennui. Ça devrait se résorber un peu là, au fil de la présentation. Donc, voilà, la théanine qu'on a chez nous, c'est du 225 mg par VG capsule. Il n'y a que de la théanine à l'intérieur et ça vient dans un format de 60. C'est important de vérifier ces facteurs-là parce que si vous comparez avec d'autres produits sur le marché, des fois, c'est du 50 mg à croquer, un pot de 30. Alors, c'est sûr que dans ne comparez pas des pommes avec des pommes. À ce moment-là, le petit produit à 50 mg va être moins cher et il y a aussi moins de capsules. Donc, chez AOR, on vous donne des dosages optimum qui sont donc les dosages qu'on vous recommande sur un mois. C'est bien de le savoir parce que des fois, bon, il faut évidemment rencontrer les exigences de Santé Canada avec ce qu'on écrit sur notre étiquette. Donc, des fois, ça va vous dire, par exemple, 1 par jour, mais vous allez voir que la bouteille contient 120 VG capsules. Alors, 120 VG capsules, ça vous en donne 4 par jour pour un mois. Vous savez donc que le dosage utilisé dans les études cliniques en général, c'était 4. On vous écrit 1 pour satisfaire Santé Canada, mais on vous donne quand même un emballage qui va vous accommoder durant un mois. Donc, c'est important de savoir ce point. OK, j'ai encore quelqu'un avec un micro allumé. Sophie, je vais juste te demander, parce que je pense que tu es la seule qui a le privilège d'ouvrir son micro en ce moment. Oui. Donc, je l'ai fermé, mais ça s'est réouvert. Donc, je vais te demander de gérer ton micro, s'il vous plaît, de le garder fermé jusqu'à ce qu'on
on soit en mode ouverture. Donc d'abord, le stress, qu'est-ce que c'est? J'aime toujours le rappeler parce que on associe le stress évidemment à un événement négatif, hein, c'est devenu, ça fait partie de la psychologie populaire. Mais il faut comprendre que le stress, à la base, c'est quelque chose qui est là pour nous sauver la vie. On en abuse, c'est ça le problème. Mais à la base, le stress est là pour nous sauver la vie, c'est-à-dire que c'est une réaction physiologique qui est enclenchée quand on fait face à quelque chose que nos sens, nos 5 sens vont percevoir comme un agresseur. Alors, face à ça, on a 2 choix initialement. Soit on lutte, soit on prend la fuite, hein. En anglais, on dit the fight or flight response. Le mécanisme du stress a été découvert par Anne Cellier, qui est un chercheur qui a fait ses études à l'Université de Montréal dans les années 20. Et éventuellement est arrivé un autre chercheur du nom d'Henri Laborite qui a rajouté une 3e possibilité avec le stress, qui est malheureusement celle qu'on vit beaucoup, beaucoup de nos jours, qui est ce qu'on appelle l'inhibition de l'action. Donc, face à un agresseur, bon, initialement, quand on était des hommes et des femmes des cavernes, l'agresseur, c'était un mammouth, l'agresseur, c'était un ours noir. Et donc, on luttait ou on prenait la fuite. Et puis, après ça, on avait des mois pour calmer notre système nerveux et puis avant de rencontrer un autre agresseur. Aujourd'hui, malheureusement, si les agresseurs se retrouvent dans la circulation, aux nouvelles, quand on arrive au bureau, quand on revient à la maison, on est constamment face au mammouth qu'on ne peut ni tuer ni sauver. Donc, on se retrouve en inhibition de l'action. C'est-à-dire qu'on a des hormones de stress qui sont déclenchées, cortisol, adrénaline, mais comme on n'a pas la possibilité d'agir, lutter ou prendre la fuite, on est en inhibition de l'action. Et ça, c'est très dommageable parce que ces hormones-là sont là pour vraiment tout enclencher dans notre corps pour qu'on puisse se sauver ou prendre la fuite. Donc, ça va augmenter nos battements cardiaques, ça va envoyer le sang vers nos extrémités pour qu'on puisse courir ou frapper. Ça va arrêter tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à notre survie, donc notre digestion, notre masse osseuse. Bon, la digestion est essentielle à notre survie, mais je veux dire sur le moment qu'on rencontre l'agresseur. Donc, ça met toutes les autres fonctions sur pause, le temps de lutter ou de fuir. Donc, imaginez, quand on rencontrait l'ours ou le mammouth 2 fois par année, c'était pas grave que la digestion soit sur pause. Mais si aujourd'hui on les rencontre plusieurs fois par jour, ça veut dire qu'on va développer des troubles digestifs, ça veut dire qu'on va développer de la mauvaise absorption, ça veut dire que notre masse osseuse ne subira pas son renouvellement, donc on va aller vers des maladies osseuses. Ça veut dire que tout ce qui est également régénération de notre système nerveux, etc., ça ne pourra pas se faire correctement. Donc, c'est ça le problème, c'est vraiment l'aspect chronique du stress qui devient problématique. Même chose, on a, suite à Cellier, John Mason, qui est un médecin, qui a rajouté aussi à la notion de stress en disant le stress, même si c'est psychologique, va avoir le même impact sur le corps. Donc, quand vous êtes à ruminer, qu'est-ce que vous allez dire à votre employeur, etc., ça a exactement le même impact sur votre organisme que si vous deviez fuir face à l'ours noir. Donc, le stress, c'est vraiment un facteur qu'il faut toujours adresser. Un facteur qu'il faut toujours adresser dans tous les types de pathologies. Quelqu'un vient vous voir avec reflux gastrique, peut-être que vous n'allez pas immédiatement penser au stress. Vous allez penser peut-être flore intestinale, peut-être combinaison alimentaire, peut-être hernie hiatale, peu importe, mais vous n'allez peut-être pas systématiquement penser au stress, alors que, comme je viens d'expliquer, le stress va mettre les organes de digestion sur pause, donc ralentir la production d'acide chlorhydrique. Alors, les aliments vont séjourner, il va y avoir du reflux. Donc, tout ce que vous pouvez penser qui se passe comme métabolisme, comme processus dans le corps, le stress va avoir un impact dessus. Donc, si quelqu'un vient vous voir, puis ils veulent résoudre un problème de santé, l'équilibre hormonal, troubles digestifs, peu importe, insomnie, et que vous n'adressez pas le stress, vous allez être mal pris. Ça ne fonctionnera pas. Vous n'allez pas avoir les résultats que vous escomptez, même avec les meilleurs produits.
Je vous ai mis aussi ici l'échelle de stress de Holmes-Ray, qui est une échelle classique là, qui est utilisée par psychologues, différents types de thérapeutes. Et je vous l'ai mise parce que le stress, là, c'est souvent un petit peu comme la grenouille dans l'eau bouillante. Les stress s'ajoutent de manière cumulative, sournoise, et puis éventuellement, on est rendu avec l'eau à 100 degrés, puis la marmite bouille, et puis on ne s'est pas rendu compte de rien. Donc, vous allez voir qu'avec ce qu'on vit depuis un an, en termes de perte d'emploi, de déménagement, de séparation, d'inquiétude face à l'avenir, c'est très, très, très facile d'atteindre le niveau de stress excessif qui est au-delà de 300. Donc, je vous invite déjà pour vous-même et pour vos clients, si vous êtes un thérapeute, à faire le petit exercice. Ensuite, je vous ai mis 50 symptômes communs qui sont associés au stress parce qu'encore une fois, on a tendance à ne pas faire ces liens-là. Par exemple, l'urination fréquente. On va penser encore une fois probiotiques, infection urinaire, tout ça, mais ça peut être occasionné par le stress également. Maux de cou, maux de dos, spasmes musculaires, constipation, diarrhée, perte de contrôle au niveau de nos émonctoires, mains, pieds froids et moites. Bref, il y a 50 symptômes communs qui sont associés au stress. Encore là, si vous avez des petits ennuis de santé, je vous invite à regarder si par hasard, vous n'en avez pas une majorité qui se retrouverait dans l'échelle des facteurs de stress, c'est-à-dire des symptômes de stress, mais aussi d'aller faire la petite évaluation pour voir où vous vous situez en termes de score de stress. Donc, on va parler du réseau électrique du cerveau, déjà pour comprendre un peu comment ça fonctionne, l'influx nerveux. La première chose qu'on doit savoir de ça, c'est que le corps fonctionne à l'électricité. C'est pas pour rien que l'acupuncture qui appuie sur des points spécifiques, sur nos méridiens, qui sont comme le câblage du corps d'une certaine façon, le câblage énergétique, ça fonctionne, tout ce qui a rapport avec les chakras, donc le yoga et tout ça, parce que on a un système de câblage électrique à l'intérieur de notre corps. La preuve, c'est qu'on peut le mesurer avec l'électroencéphalogramme et l'électrocardiogramme. Donc, on fonctionne à l'électricité. Au niveau de notre système nerveux, comment ça va se manifester? D'abord, les cellules du système nerveux, on les appelle des neurones. Les neurones sont connectés entre eux via un vaste réseau qui se relie au cerveau. Donc, le neurone, il a l'air de ce que vous voyez en haut à droite. Donc, le long de sa paroi, donc la longue espèce de queue que vous voyez, il y a une paroi. Hein? Le système de câblage de notre système nerveux est semblable à celui d'un ordinateur. Vous avez une couche de myéline, donc comme vous avez du caoutchouc qui recouvre les fils, mais on a une couche de gras, de film bilipidique qui est composé de phosphatidylcholine, des bons gras, qui recouvre donc les neurones. Et dans cette membrane, vous retrouvez des petits canaux. Et ces petits canaux vont s'ouvrir et se fermer pour laisser passer des ions, donc des minéraux, qui vont transmettre l'influx nerveux. Ces minéraux, ce sont le sodium, potassium, calcium, magnésium. Donc, l'extérieur de la cellule, l'extérieur du neurone, est chargé positivement parce que, en général, le sodium, qui s'écrit Na2+, se retrouve à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup d'ions positifs à l'extérieur de la cellule. À l'intérieur de la cellule, on trouve des ions chargés négativement comme le chlore, par exemple. Alors, magnésium. Ce qu'on va expérimenter dès qu'il y a un agent stresseur qui nous entoure, ce qu'un de nos 5 sens va percevoir comme un stress, va envoyer un message au cerveau. Ce message va être traduit au niveau du système nerveux par une entrée rapide de tout ce sodium qui est à l'extérieur de la cellule pour rentrer dans le neurone. Éventuellement, si ce mécanisme ne s'arrête pas, non seulement le neurone va être très excité, mais il peut en mourir. Il va y avoir une mort cellulaire. Okay? Donc, c'est un mécanisme qui est très, très bien équilibré entre l'entrée et la sortie du sodium à l'intérieur de la cellule, mais ce mécanisme-là va aussi déclencher
la libération ou l'utilisation de neurotransmetteurs. Alors, nos neurotransmetteurs, ce sont les messagers, vous en avez différents ici d'illustrés, qui vont passer d'une extrémité du neurone à l'autre pour transporter le message. Donc, récapitulation, ce qui ouvre la porte, c'est l'entrée du sodium dans la cellule. Okay? Donc, le stresseur fait rentrer le sodium dans la cellule. L'entrée du sodium dans la cellule déclenche la libération des neurotransmetteurs qui, eux, vont se fixer sur des récepteurs. Ils sont transmis d'un bord à l'autre, donc d'un neurone à l'autre, et comme ça, le message va se transmettre. Par exemple, vous vous êtes coincé l'orteil, ça va au cerveau, ça revient, on envoie les messages un peu partout via nos neurotransmetteurs. Il y a des neurotransmetteurs qui sont calmants, comme la théanine. Il y en a qui sont excitants. En fait, la théanine, c'est qu'elle va agir comme. On va y revenir. Donc, alors, des neurotransmetteurs calmants, GABA, sérotonine, par exemple. Excitants, on aurait, par exemple, la dopamine. Alors, une fois que cette libération de neurotransmetteurs est déclenchée, les impulsions électriques qui sont transmises à travers le système nerveux vont se manifester dans des schémas d'ondes qu'on appelle des ondes cérébrales. Les ondes, selon que l'intensité du message est très rapide ou qui est beaucoup plus smooth, ça va donner différents types d'ondes cérébrales. Alors, on en connaît essentiellement 5 types. Les gamma, qui ont rapport avec cette espèce d'état que j'ai traduit par lucidité, mais qui est un petit peu l'état intuitif, l'état de prière, l'état d'expansion. OK? Ensuite, on a les ondes de bêta, qui sont les ondes de la vigilance. Ça, c'est les ondes que on est dans notre rationnel, on est en train de planifier, on est préoccupé, puis ça tourne. Le petit vélo, ça, c'est le bêta. C'est quand même assez stressant. Ensuite, on a les ondes alpha, qui sont les ondes de relaxation, les ondes de méditation, les ondes dans lesquelles on a cette espèce de créativité. Ça peut être juste avant de s'endormir ou si on est souvent dans cet état-là. Theta, c'est méditation sommeil, c'est-à-dire c'est un sommeil, mais très léger. Et ultimement, delta, qui est le sommeil profond, où est-ce que notre conscience n'est plus rattachée. Donc, en gros, c'est ça. Et évidemment, on n'est pas statique là-dedans. On passe d'un état à l'autre tout au long de la journée. Le but de l'histoire est évidemment d'augmenter les ondes alpha, vous voyez, des ondes beaucoup plus calmes, et de minimiser le plus possible les ondes bêta. Alors, les ondes delta et bêta et l'anxiété. Donc, on a fait une étude avec les taux salivaires de cortisol. Ça, c'est des tests qu'on fait en médecine fonctionnelle. On prend par exemple le cortisol le matin, le midi à 6 heures et au coucher, et on regarde la courbe de cortisol. Ça nous parle du taux de stress chez la personne, mais il y a une corrélation aussi avec les ondes du cerveau. Donc, grâce à ce genre de test-là, on a pu vraiment valider que lorsque le taux de cortisol, donc une des deux hormones de stress, est élevé, ça renforce cette corrélation entre les ondes delta et bêta. Donc, on reste dans cette espèce de strate où la conscience et la préoccupation sont très, très, très présents. Vous allez voir pourquoi c'est pertinent tantôt. Donc, à l'inverse, les ondes alpha, donc les ondes de calme intérieur, qui sont favorisées par la méditation, c'est un état vraiment où on va avoir du sang-froid, où on va être concentré. Notre vigilance, elle est là, mais sans l'aspect anxiété qu'on va retrouver dans bêta. Donc, c'est vraiment un état pratiquement idéal. Quand on est dans cet état-là aussi, ça permet au cerveau de transférer le pouvoir du côté où on était stressé vers du côté ce que les chercheurs appellent l'inattention optimale, qu'on pourrait traduire par un état de zénitude. En fait, tous les états de pleine conscience, les pratiques de pleine conscience visent à optimiser cet état-là. L'état où on est conscient de ce qui se passe, mais on est détaché, en même temps on est zen, on n'est pas dans la planification puis le petit vélo. Donc, encore là, on a vu que l'activité des ondes alpha
était inversement corrélé avec le taux de cortisol. Donc, plus que d'ondes alpha, moins que de taux de cortisol et vice-versa. Alors, ce qu'on veut, c'est pas avoir trop de cortisol parce que c'est signe que notre organisme est en train d'affronter un stress et parallèlement de garder le plus souvent notre état en onde alpha. Donc, à part les pratiques de pleine conscience, à part éliminer les mammouths et les ours noirs de notre vie, il y a des substances qui peuvent nous aider pour y parvenir, dont la théanine. Donc, la théanine, je vous ai mentionné quelques-uns de ses bienfaits. On va aller voir quelques études cliniques plus en détail pour bien vous outiller. Vous remarquez que les références cliniques sont toujours dans le document. Tout ce qu'on dit est appuyé scientifiquement, évidemment. Donc, les indications principales de la théanine, ça serait vraiment anxiété et insomnie. Et je vous explique parce que tout à l'heure, je vous ai mentionné que la théanine n'avait pas d'effet de somnolence. Par contre, il y a des anxiétés qui sont reliées au petit vélo. Donc, pour les gens qui n'arrivent pas à tomber endormis parce qu'ils sont en train de reviser la journée puis planifier, puis typiquement qui restent en onde bêta, en fait, la théanine va aider à les mettre en onde alpha. Donc, ça va aider à les ramener dans leur corps, dans le moment présent, et ça va faciliter leur capacité à s'endormir. Vous savez, il y a des gens, parce que je viens d'écrire sur la mélatonine, le prochain article du Vitalité Québec à vérifier, ça sera sur la mélatonine, et jeudi prochain, je donne une entrevue aussi. Allez sur le site de Vitalité Québec, toute l'information est là, mais je vais faire une entrevue où je vais en parler de la mélatonine. Il y a des gens qui combattent la mélatonine parce que justement, leur taux de cortisol est très élevé au moment de se coucher, et le cortisol et la mélatonine sont des antagonistes. Donc, des fois, il faut baisser le taux de stress, descendre en onde alpha en réalité pour que la mélatonine fonctionne encore mieux. Donc, encore une fois, la théanine peut être très intéressante dans cette optique-là. La théanine agit sur d'autres neurotransmetteurs, elle agit sur la dopamine, le GABA et la sérotonine. Donc, ça aussi, c'est un point important parce que des fois, on ne sait pas trop si on doit donner du GABA, si on doit donner du 5-HTP. On peut donner la théanine, ça va agir où ça a besoin d'agir. Puis le fait que ça touche la dopamine, c'est intéressant parce que la dopamine, c'est le côté attention, c'est le côté vigilance, c'est le côté motivation. Donc, on ne va pas se sentir amorphe avec ce supplément. Moi, c'est ce que j'apprécie particulièrement. S'il y a une élévation de la pression artérielle qui est causée par le stress, évidemment, ça va aider. Si c'est des bouchages d'artères, évidemment, ce n'est pas la même chose, mais si c'est relié au stress, ça va aider. Ça va bloquer aussi la stimulation de la caféine. Donc, si vous avez de la difficulté à dormir parce que vous avez pris un café ou quelque chose, la théanine va aider. Ça a un impact aussi au niveau de l'immunité. Et regardez, il y a des points intéressants là-dedans. Bon, évidemment, c'est anti-inflammatoire, ça diminue les radicaux libres, mais ça améliore les anticorps suite à un vaccin. Donc, pour les gens qui vont opter pour le fameux vaccin, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser la théanine entre les 2 doses de vaccin. Ça diminue également la toxicité de la chimio, ça augmente son efficacité. Alors, la théanine, comme vous pouvez voir ici, sa structure moléculaire ressemble à celle du glutamate et du GABA, qui sont donc d'autres acides aminés, mais qui ont des fonctions au niveau des neurotransmetteurs, qui agissent comme neurotransmetteurs. Et c'est sa similitude à la théanine qui va lui permettre d'aller cibler les récepteurs du glutamate et du GABA. Le glutamate est excitant. Comme le sodium, quand il rentre en excès dans la cellule, il va causer la mort des cellules. Bon, avant de se rendre à la mort, les personnes vont être en état d'hyperexcitabilité, mais éventuellement, si ce n'est pas résolu, il y a des cellules du cerveau qui meurent avant leur temps. Donc, le glutamate, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et les gens qui sont sensibles au glutamate monosodique, mais en général, c'est ça. C'est les gens dont l'effet du glutamate sur le système nerveux est beaucoup trop important. Et le GABA, à l'inverse, c'est un neurotransmetteur calmant, mais la théanine a la capacité d'agir aux 2 endroits. Donc, la théanine va agir comme modulateur, justement parce que d'un côté, elle peut freiner, elle peut donc occuper les récepteurs
qui agissent au niveau du glutamate, donc au côté excitant, et également à ceux qui sont du côté du GABA et de la glycine. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui va lui procurer son côté calmant et anxiolytique, entre autres, parce qu'elle a d'autres bienfaits. Une autre chose qui est très intéressante avec la théanine, donc c'est pas juste pour se calmer sur le moment, ça a un impact très positif au niveau de notre système nerveux. Quand on diminue le taux de cortisol, puis l'inflammation, puis les radicaux libres, ça protège notre système nerveux, mais en plus, la théanine augmente le taux de ce qu'on appelle le brain-derived neutropathic. Wow. OK, on recommence. Le taux de Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF, qu'on dit pour faire plus simple. Et c'est une molécule clé qui joue dans la neuroplasticité et qui est impliquée dans l'apprentissage et la mémoire. Donc, vraiment, ça a un effet vraiment de régénérer, si on veut, notre système nerveux, pas juste parce qu'on dort mieux, pas juste parce que ça bloque les radicaux libres et l'inflammation, mais parce que ça stimule, en fait, ce BDNF qui agit comme facteur de jeunesse pour notre système nerveux. Donc, dans cette étude-ci, on disait que c'est grâce à cette activité de modulation que la théanine a des effets profonds sur l'amélioration de la neurogénèse, donc la production de nerfs, de cellules nerveuses, et de la neuroplasticité, et est capable de réguler positivement l'humeur, la motivation, la cognition et la mémoire. Donc, ces bienfaits vont vraiment au-delà de juste dire on est un petit peu anxieux avant un examen, on va prendre une capsule de L-théanine. Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc, ici, on a une autre étude qui avait été faite par électroencéphalogramme où on voit vraiment que lorsqu'il y avait eu la théanine qui avait été consommée, ici c'était 50 mg, donc l'équivalent qu'on aurait dans une tasse de très, très bon thé vert de très bonne qualité, là. On trouverait une dose d'à peu près 50 mg d'après les chercheurs. Alors, déjà 50 mg, ça avait été suffisant pour induire les ondes alpha que vous voyez donc en rouge. Donc, on a vraiment la preuve que ça fonctionne de différentes façons. Ensuite, une autre étude qui parle du niveau cognitif. Donc, on a vu que les gens avaient rempli des questionnaires, passé des tests et tout ça. C'était des gens qui étaient par ailleurs en santé. Ce n'était pas des gens qui avaient un diagnostic de dépression ou quoi que ce soit, mais qui avaient quand même des symptômes. Donc, on a vu que la théanine a diminué les scores reliés à la dépression, l'anxiété, aux troubles du sommeil. Ça a augmenté les scores de fonctions cognitives, entre autres dans l'aisance verbale, la maîtrise des lettres, les fonctions exécutives, et ça a diminué les problèmes de qualité du sommeil vraiment de façon notable par rapport au placebo. Donc, on parlait de perturbation, mais aussi de latence. La latence, c'est justement la période avant de s'endormir. On note aussi que la théanine était sécuritaire, bien respectée, donc les gens n'avaient pas d'effets secondaires, alors personne n'a quitté l'étude. En conclusion, la L-théanine peut être un ingrédient nutraceutique approprié pour améliorer la santé mentale chez une population saine. Ensuite, ici, ça va un petit peu plus loin. Sur des choses que vous pouvez relire à tête reposée, c'est que dans les gens qui assistent au webinaire, on a des thérapeutes, on a des gens qui ont beaucoup d'expérience, on a des chimistes, des biochimistes, et on a des gens qui font les formations pour leurs bénéfices personnels. Donc, je dois mettre vraiment toutes sortes de niveaux. Alors, ce que je fais, c'est que je donne une information assez vulgarisée, mais l'information technique est là pour ceux qui en ont besoin, pour ceux que cela intéresse. Donc, je vous disais tout à l'heure que la théanine va agir au niveau du glutamate, donc sa structure chimique est similaire. La théanine est capable de traverser la barrière hémato-encéphalée, donc c'est là qu'elle va exercer son pouvoir cérébroprotecteur, dont on a vu que c'était anti-inflammatoire, antioxydant. Elle prévient la mort neuronale parce que, comme on a vu, s'il rentre trop de sodium, s'il rentre trop de glutamate dans la cellule va mourir. Et elle a un effet antagoniste sur les récepteurs du glutamate. De plus, elle va agir au niveau du transport. La glutamine peut être convertie en glutamate si le corps en a besoin.
presque 60% de la glutamine qu'on consomme sert à nourrir les entérocytes, les petites cellules dans notre intestin, donc qui vont réparer la paroi intestinale pour qu'on n'ait pas l'intestin poreux. En majorité, ça ne s'en va pas dans le cerveau, mais la glutamine a la capacité d'être convertie en glutamate si le corps en a besoin. Parce qu'il faut qu'il y ait un minimum d'excitation au niveau du cerveau. On ne veut pas éliminer complètement le glutamate. Et donc, s'il y en a trop, si on a tendance à trop en faire, la théanine, encore là, va bloquer le transport de la glutamine pour ne pas qu'elle soit convertie en glutamate. Donc, c'est vraiment plusieurs mécanismes d'action. C'est ça qui est toujours intéressant avec les substances naturelles, c'est que ça n'agit pas juste à un endroit, ça agit toujours de manière globale. C'est pour ça que ça a un effet qui va être régulateur, modulateur, beaucoup plus intéressant que quand on essaie d'aller avec une molécule spécifique, bloquer ou activer une voie métabolique. On travaille vraiment de différentes façons parce que, on l'a vu, là, c'est bien les neurotransmetteurs, mais le système nerveux, il est fait de fibres lipidiques, il est fait de gras. Donc, s'il y a de l'inflammation, s'il y a du stress oxydant, donc beaucoup de radicaux libres, ça affecte aussi le fonctionnement de notre système nerveux. Donc, c'est vraiment génial d'avoir des substances qui sont dotées de toutes sortes de propriétés comme la théanine. Ultimement, je voudrais vous proposer, quand vous utilisez des produits pour le système nerveux, de toujours les combiner avec le complexe B parce que particulièrement la B6 va être importante dans la conversion de ces molécules-là pour en faire des neurotransmetteurs. Les vitamines B sont importantes pour notre système nerveux, sont importantes pour nos glandes surrénales, sont importantes pour la production des globules rouges, importantes pour notre immunité. Bref, ça fait pas mal tout dans notre corps des vitamines du groupe B et on est presque toujours carencé. Ça fait longtemps que je fais des tests et que je trouve que tout le monde est toujours carencé dans des vitamines du groupe B. Les B, il faut les prendre en synergie. On ne les prend pas de manière isolée. On peut donner plus d'une certaine comme la B12, mais on les travaille en synergie. Ce qui est important avec les B aussi, c'est la question du dosage. Il faut que les dosages soient équilibrés entre eux. Comme de la B100, c'est tout du 100 mg. Ça ne fonctionne pas comme ça pour vrai dans la vie ni dans notre corps. Donc, les dosages doivent être équilibrés, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut avoir les B sous leur bonne forme. Les B doivent subir plusieurs transformations pour être dans leur forme bioactive qui va se fixer au niveau des récepteurs. Et on peut avoir des variations génétiques qu'on appelle des polymorphismes, des petites variations qui vont faire qu'on ne fait pas ces conversions-là efficacement. Donc, si on prend un B ordinaire, on risque de quand même ne pas avoir assez des formes finies ou des formes bioactives. Donc, les compagnies ont pallié à ça en faisant des vitamines B qui étaient déjà bioactives. Shower, on en a deux. On les a aussi dans la multi-orthocore, qui est mon produit préféré, mais on les a sous forme juste du complexe B. Vous avez le B-complexe régulier et le ultra. Le régulier, c'est 3 capsules par jour, une par repas. On peut les ouvrir, les mettre dans le smoothie. Le ultra, c'est 2 comprimés, donc on a moins besoin par jour. Par contre, c'est des comprimés, on ne peut pas les ouvrir. Et vous avez des formes un petit peu plus avancées. Vous avez par exemple 3 formes de B12 à l'intérieur au lieu d'en avoir une seule. Vous avez aussi le PQQ qui est une substance intéressante pour notre cerveau. Donc, pour la combiner avec la théanine, je vous propose la B-complexe ultra, mais vous pourriez prendre la B-complexe régulière. Vous pourriez aussi prendre la multivitamine et avoir les B sous leur bonne forme. Shower, il y a beaucoup de produits pour l'humeur. Je vais redonner la semaine prochaine. Encore là, vous allez voir passer les dates. Le webinaire qui porte sur le stress. Donc, on va aborder d'autres produits qui ne sont pas juste la théanine, mais évidemment, la théanine, on va en parler moins longuement. Donc, vous avez une longueur d'avance si vous avez fait la formation de ce soir. Mais donc, le safran est très intéressant au niveau de la dépression, au niveau de la protection du système nerveux également. 5-HTP, précurseur de la sérotonine, et le GABA, comme on a vu, qui était un des neurotransmetteurs calmants. Je vais les couvrir plus longuement dans le webinaire sur le stress. Donc, pour me contacter, c'est duma@aware.ca, page Facebook Chantal-Anne Dumas, naturopathe, et Sophie pour les ventes sdarnay@aware.ca. Je regarde où j'en suis, point de vue du temps. On a duré un petit peu plus longtemps. C'était la première fois que je présentais ce webinaire. Je vais voir si Sophie est encore là pour vous dire un petit mot. Sophie, es-tu encore là? Oui, je suis là. C'est juste pour que tu puisses nous dire un petit mot.
Oui, bien, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été et de participer à la présentation. Merci Chantal, c'était très intéressant. Des nouveaux trucs hein, sur la théanine qu'on n'avait pas, en fait, qu'on n'a pas l'occasion en tout cas, toi, tu as fait beaucoup de recherches là, donc c'est des nouvelles recherches que tu as présentées ce soir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis effectivement, on peut l'appliquer à toutes sortes de situations, pas nécessairement juste parce qu'on est stressé, mais on sait que ça peut prévenir, comme tu disais, la mort neuronale, régénérer le système nerveux. Donc, ça devient vraiment intéressant. Puis aussi, l'autre chose que j'ai retenue, que je ne savais pas, donc jumelé avec la mélatonine, hein, ça peut être intéressant si c'est ça, le taux de cortisol est trop élevé, on prend la mélatonine, mais finalement, ça sert pas vraiment parce que ton cortisol est trop élevé. Donc, j'imagine est-ce qu'on doit les prendre en même temps, mélatonine et zenthéanine avant de se coucher? Moi, je prendrais idéalement la mélatonine après, c'est-à-dire on peut prendre la théanine un petit peu plus tôt. Et puis, de toute façon, la théanine, ça agit à l'intérieur d'une demi-heure. Donc, on peut la prendre un petit peu plus tôt. Et puis, ça laisse comme ça l'organisme se calmer. Puis après, on peut donner la mélatonine. Il n'y a aucun problème. Si jamais les gens les prennent en même temps parce qu'ils ont oublié, il ne va rien se passer de grave. C'est juste que ça peut prendre quelques minutes avant que votre avant que votre théanine fasse effet. Donc, ça va retarder peut-être un petit peu l'action de la mélatonine. Mais c'est sûr que la mélatonine, comme on disait, elle a quand même un effet antagoniste sur le cortisol. Donc, éventuellement, elle va finir par agir pareil. Mais il y a des gens qui me disaient ça, des fois, moi, j'ai l'impression que je la combats, la mélatonine. Donc, pour ce type de gens-là, ça peut être effectivement une très bonne option. L'autre point, c'est que les gens qui vous disent que ça ne fonctionne pas, que ce soit la théanine ou la mélatonine, habituellement, c'est qu'ils ne prennent pas de complexe B. Alors ça, c'est bien important de les prendre ensemble parce que, comme je dis, ça travaille en synergie dans notre système nerveux ou des fois, c'est parce qu'ils prenaient aussi, comme je l'ai mentionné au début, des dosages beaucoup moins intéressants. Dans les études cliniques, là, en général, bon, il y avait celle avec 50 mg que je vous ai montré, mais en général, c'est 100 mg 2 fois par jour, les doses standards quand on fait des études sur 8 semaines ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de recherches aussi qui se font au niveau de l'immunité, mais j'aurais pu vous en parler 3 heures de temps si j'avais rentré les autres applications de la je vous parle de mélatonine parce que ça fait plusieurs jours que je travaille là-dessus. Euh, J'aurais pu vous parler longtemps de la théanine si j'avais parlé de tous les autres bienfaits, mais je pense que déjà de savoir que c'est au-delà de juste stress, anxiété, de savoir que ça a un rôle au niveau de l'immunité. Puis encore là, c'est que des fois, les gens vont dire, oui, c'est sûr que si on dort mieux, puis on est moins stressé, on va avoir une meilleure immunité ou on va avoir une meilleure mémoire. C'est pas juste ça. Il y a vraiment des actions spécifiques, comme on a vu par exemple la libération du BDNF au niveau de la protection neurotropique, donc au niveau de la protection de notre système nerveux. Donc, il y a vraiment des actions très spécifiques pour lesquelles la théanine a un impact sur notre immunité, un impact sur notre système digestif, en plus, évidemment, de gérer le stress, d'être anti-inflammatoire, d'être antioxydant. Donc, un petit peu comme la mélatonine, vous allez voir mon article du mois de mai dans Vitalité Québec, qui s'intitule justement La mélatonine au-delà du sommeil. C'est des molécules dont on commence juste, je pense, à découvrir l'intérêt parce que toutes les anciennes recherches allaient dans le même sens, puis maintenant qu'on commence à faire des études différentes. Juste dernièrement, j'ai fait des recherches sur des substances qu'on pouvait utiliser pour COVID. Mais la mélatonine a une application pour COVID qui a été testée. C'est pas juste mon hypothèse de chercheur, c'est vraiment, ça a été testé chez des patients COVID. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'applications comme ça qu'on est en train de découvrir à ces molécules-là. Puis c'est normal parce que c'est des molécules qui sont très semblables à ce que notre corps produit. Donc, elles ont la capacité, un petit peu comme les phytohormones hein, qu'on connaît depuis longtemps, les phytohormones, bien, c'est ça qu'on est en train de découvrir en fait, autant de la part de la théanine que de la mélatonine. Donc, beaucoup, beaucoup d'applications intéressantes. Puis, écoutez, avec ce qu'on vit depuis un an, là, c'est quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas besoin de, qu'il n'a pas besoin de théanine puis complexe B, j'ai besoin de ses secrets parce que je pense qu'on est tous touchés d'une façon ou d'une autre. Tout à fait.
C'est bon, Sophie, je sais que tu avais quelque chose. Je vais te laisser partir, mais je vais, de toute façon, s'il y a des questions pour toi, je vais en prendre bonne note et te les faire suivre et les gens ont ton adresse à l'écran. Donc, Oui, merci. Merci à tout le monde. À bientôt. je vais à ce moment-ci arrêter l'enregistrement. Donnez-moi juste une petite seconde parce que je veux vous permettre de poser vos questions dans l'anonymat. Il y a des gens qui préfèrent ça, puis aussi parce que